Après avoir transformé le Kenya en déchetterie de la France-Afrique en accueillant le cirque Africa Forward de Macron, William Ruto veut en faire la poubelle sanitaire des États-Unis. L'administration Ruto a accepté d'accueillir sur le sol kényan des ressortissants américains exposés au virus Ebola en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud pour traitement et mise en quarantaine. Vous savez ce que ça signifie ? Le gouvernement états-unien refuse l'entrée sur son propre territoire à ses propres ressortissants parce que c'est dangereux, mais le Kenya, lui, se précipite pour dire « envoyez-les, envoyez-les ». Pour combien ? 13,5 millions de dollars. Le chiffre est sur le site officiel du département d'État américain. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Qui devait construire le site de quarantaine au Kenya ? L'armée américaine. Qui devait venir soigner les patients au Kenya? Des médecins américains. Mais alors, si vous avez l'argent, si vous avez les ingénieurs pour construire le site, si vous avez les médecins pour soigner les ressortissants, pourquoi ne pas les rapatrier simplement chez vous? Je vais vous dire pourquoi avec 2 exemples. Prenez vos boissons et asseyez-vous confortablement pour écouter la suite. Premier exemple, Djibouti. Nous sommes en 1991, la Somalie s'effondre. C'est la guerre civile, la famine, le chaos total. La souffrance des populations est réelle. Les images font le tour du monde. Les États-Unis lancent l'opération Restore Hope en 1992. Officiellement, c'est humanitaire. Des troupes arrivent à Djibouti, un pays voisin disposant d'une position stratégique sur le détroit de Bab el-Mandeb, le verrou. Des infrastructures sont construites, des accords sont signés, du personnel militaire américain s'installe temporairement, officiellement. 10 ans plus tard, les États-Unis négocient avec Djibouti l'installation d'une base permanente. C'est pratique, le pays est déjà équipé, les infrastructures existent déjà, le personnel américain connaît déjà le terrain, les relations avec les institutions locales sont déjà établies. Abracadabra! En 2002, le camp Lemonnier ouvre officiellement sur 200 hectares. Aujourd'hui, c'est la seule base militaire américaine permanente officiellement assumée en Afrique subsaharienne, dont les effectifs varient entre 3 500 et 5 000 personnes selon les périodes. C'est devenu le centre opérationnel américain pour toute la corne de l'Afrique, le Sahel et une partie des opérations au Moyen-Orient. On est passé de mission humanitaire temporaire à commandement militaire permanent en 10 ans, pas davantage. Chapeau, l'artiste. Vous commencez à voir clair? Deuxième exemple. L'Ouganda et l'Afrique centrale. Nous sommes en 2008. L'armée de résistance du Seigneur, la fameuse LRA de Joseph Kony, terrorise l'Ouganda, la RDC, la RCA, le Soudan du Sud. On assiste à des enlèvements d'enfants, des massacres horribles, des déplacements massifs de population. La crise et la souffrance sont réelles. Les États-Unis financent des programmes humanitaires dans la région. Des équipes médicales arrivent dans des zones reculées du nord de l'Ouganda et de l'est de la RDC. Des ONG américaines s'installent et avec elles, des infrastructures légères, des pistes d'atterrissage, des postes de communication, des dépôts logistiques. Tout ça pour l'humanitaire. Et puis, en octobre 2011, Barack Obama annonce l'envoi de 100 conseillers militaires en Ouganda pour traquer Kony. Ils arrivent dans des zones déjà équipées par 3 ans de programmes humanitaires américains. Les pistes existent, les réseaux de communication sont établis, le terrain est cartographié, tout est prêt. Les 100 conseillers deviennent avec le temps une présence rotative de 300 personnes, de façon permanente. Des bases légères s'établissent en Ouganda à Entebbe, en Centrafrique à Obo, en RDC à Dungu et au Soudan du Sud à Nzara. Bien entendu, Kony n'est jamais capturé. La mission ne se termine jamais. Mais les bases, elles restent. Je sais, j'avais dit 2 exemples, mais vous en voulez un troisième, encore plus rapide? Le typhon Haiyan aux Philippines en novembre 2013. Les Marines arrivent avec de la nourriture. 5 mois plus tard, paf, un accord militaire permanent est signé. 5 mois. Djibouti avait pris 10 ans, l'Ouganda 3 ans. Il s'améliore. Vous voyez le schéma? Il est toujours le même. Il a 5 phases. Une crise réelle qui justifie moralement et médiatiquement l'intervention. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est Ebola.
Une infrastructure construite par l'armée américaine, temporairement pour la mission. C'est le site de quarantaine à Laikipia. Du personnel américain sur place qui crée des relations, qui forme des locaux, qui s'intègrent dans les réseaux administratifs du pays hôte. Les médecins de l'US Public Health et les militaires de la US Army. Une normalisation progressive par des financements induisant des contreparties, par la reconduction d'accords, par l'amélioration des infrastructures. 13,5 millions de dollars dans notre cas. Et au bout, la permanence. La base existe, elle a un nom, un budget, un commandement. Elle n'est plus temporaire. Elle ne l'a jamais vraiment été. Djibouti, Ouganda, Philippines, Kenya, la séquence est identique. Seul le prétexte change. Heureusement, la Haute Cour de justice kenyane a vu ce que Ruto feint de ne pas voir ou ce qu'il a parfaitement vu et délibérément accepté. La même Cour qui avait déjà suspendu l'an dernier l'America First Global Health Strategy signée par le gouvernement kényan, j'avais fait une vidéo là-dessus qui va s'afficher, est intervenue à nouveau vendredi matin. Elle a suspendu cet accord Ebola en le qualifiant de, je cite, « menace imminente pour la vie et la sécurité publique », fin de citation. Le tribunal a explicitement interdit au gouvernement kényan d'admettre sur son territoire toute personne exposée ou infectée par Ebola dans le cadre de cet arrangement américain. C'est le Katiba Institute, une organisation de contentieux d'intérêt public qui a saisi les juges. J'ai beaucoup de respect pour la société civile kenyane, toujours en alerte, et surtout pour cette haute cour qui s'avère être le meilleur gardien des intérêts du peuple kényan, contrairement au gouvernement qui a visiblement décidé de plutôt servir les intérêts occidentaux. Mais le serpent n'est pas mort. La suspension est temporaire en attendant la réplique du gouvernement. Et en me levant ce matin, j'ai constaté que le département d'État américain, officiellement notifié de la décision de la Cour, a communiqué sur X/Twitter son intention de ne pas lâcher l'affaire. Autrement dit, un tribunal kényan souverain dit non et Washington répond publiquement qu'il va continuer à pousser. Ça s'appelle du mépris de la souveraineté. Retenez cette leçon, elle vaut pour tout le continent. Likez, commentez et partagez cette vidéo pour que la prochaine fois qu'un gouvernement africain signe ce type d'accord bancal dans l'obscurité, il sache que quelqu'un regarde, quelqu'un documente, quelqu'un parlera, quelqu'un mettra les projecteurs dessus. Ce qui se passe au Kenya aujourd'hui a vocation à se reproduire ailleurs, à moins que les peuples africains décident que leur sol, leur santé, leur dignité et leur souveraineté ne sont pas à vendre, ni pour 13,5 millions de dollars, ni pour aucun autre prix. Peace out.